Excellent, excellent. Bonjour à tous. مرحبا بكم. Welcome to this session. Cette session est au fait le lancement officiel de la communauté investie sur la plateforme Rocuity. Donc, on aurait bien sûr souhaité vous voir perso directement dans un cocktail, une fête où on célèbre une connexion entre l'écosystème tunisien et les écosystèmes de l'Europe à travers cette collaboration avec la plateforme Rocuity. C'est un événement, c'est un projet qui est lancé par Tunisian Startups en collaboration avec le projet Innovi, qui est un programme implémenté par Expertise, un programme de l'Union européenne implémenté par Expertise France, en collaboration avec BPI France, qui sont à l'origine de la plateforme Euroquity. Gilles nous en dira un peu plus. Cette session est prévue pour 1h30, donc 1h30 à partir de maintenant jusqu'à 3h30 heure tunisienne, européenne. Et le housekeeping rules, vous avez l'habitude entre-temps des Zooms et des virtual meetings, des webinaires. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, dans le Q&A. On aura quelques minutes, 10 minutes à la fin qui sont dédiées à des interactions avec l'audience, mais n'hésitez pas quand même à poser des questions au fur et à mesure à nos panélistes et soit on gardera les questions vers la fin ou on essaiera de répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc voilà, aujourd'hui on a le bonheur d'avoir un panel exceptionnel, un panel qui représente les deux rives et surtout un panel qui représente des ambassadeurs de l'écosystème tunisien qui raconteront aujourd'hui l'histoire de l'écosystème tunisien. On aura aussi le son de cloche du côté de BPI et représenté par Gilles, mais aussi de France Angel représenté par Guy aujourd'hui. Du côté de tunisien, on a aujourd'hui the best of the best avec Salma Bardedi qui est Executive Director de Smart Capital. Marhaba Salma. Merci Amel, merci, bonjour à tous. On a aussi avec nous Khaled Benjileni qui est Senior Partner à Afrique Invest. Afrique Invest qui est un acteur local en Tunisie, mais aussi un acteur régional dans la private equity et dans l'investissement dans les startups. Yahya Houri qui est le Managing Director de Flat Six Labs, il nous en dira un peu plus tout à l'heure, un acteur régional dans l'accélération des startups. On a aussi Maya Bourarda qui est Partner à Juris, un cabinet d'avocats, mais aussi entrepreneur et business angel. On a aussi Aziza Inoubli qui est Project Manager investi en Tunisie. Gilles, BPI France, il est le head de Rocuity à BPI France et Guy Gourevitch qui est président de France Angel. Et avec ça, on est vraiment honoré de vous avoir tous aujourd'hui. On a un super panel aujourd'hui. Je me présente, mon nom c'est Emel Saïden, je suis présidente de l'association Tunisian Startups, qui est partenaire opérateur de la communauté investie en partenariat avec Expertise France et le programme Innovi en Tunisie. Donc voilà, on commence peut-être à décrire un peu le paysage, l'écosystème tunisien qui a fait beaucoup parler de lui dernièrement dans les médias régionaux, internationaux, avec l'avènement avec cette nouvelle loi qui a dynamisé l'écosystème. On parle aujourd'hui de labellisation de startups, de 350 startups labellisées depuis l'année dernière, avec un collège de startups qui est représenté aujourd'hui d'ailleurs. Avec Khaled aussi membre du collège. Donc, il n'y a pas mieux que Salma pour nous parler justement de cette dynamique parce qu'elle est très proche de cette communauté avec Smart Capital en tant que l'opérateur de Startup Act et du fonds de fonds en Tunisie. Salma nous racontera un peu plus qu'est-ce qui se passe en Tunisie, pourquoi cette dynamique, est-ce que c'est une dynamique qui s'annonce, qui est un phénomène, un hype, ou est-ce que c'est une dynamique qui est là pour rester, voilà, tell us more. Merci beaucoup, Emel. Et donc, je suis ravie de voir le collège bien représenté ici parce que il y a trois. Donc, il y a toi-même, Emel, il y a Simo Hamza Al-Frad et Khaled Benjelini. Donc, merci à vous pour tout l'effort que vous faites et l'engagement que vous démontrez à chaque fois, à chaque mois pour
pour les startups. Donc, effectivement, en novembre, on a eu la cérémonie de novembre, qui est pour la session d'octobre, a sonné la 20e cérémonie. Donc, c'est 20 sessions déjà. Là, on court vers la 21e. On va bientôt avoir la 21e session de labellisation. On est aujourd'hui à 353 startups labellisées. Ce nombre étant à croître et à augmenter de mois en mois. Donc, c'est vraiment une dynamique qui est mensuellement en changement, en évolution. Et ça, on est fiers de voir ce nombre grandir chaque mois. Donc, pour moi, par rapport à la question que tu poses, Amel, si c'est un moment de hype, de bubble ou non. Ça dépendra. C'est toujours, je pense, la question, même dans les meilleurs écosystèmes, ils se posent cette question-là par rapport aux startups. On a tous peur que ça soit le bubble comme dans les années 2000 et les débuts des années 2000. Mais je pense que là, on est un peu loin de cela. En tout cas, en Tunisie, on y croit et il y a des structures, il y a des éléments qui sont tangibles et concrets qui sont mis en place pour permettre le lancement ou un vrai changement structurel de paradigme économique en Tunisie à travers les startups. Startup Tunisie comme initiative, on est embodiment, on est la personnification un peu par rapport à l'État et dans sa croyance dans cette nouvelle façon de faire. On pense qu'avec les différents éléments, l'innovation, la créativité apportée par les startups, l'intérêt grandissant des investisseurs à aller dans ce sens-là en VC, en mode VC, les administrations qui essaient de changer des choses dans ce sens, va faire que ça va être une vraie voie de développement pour la Tunisie les prochaines années. Je rappelle rapidement nos objectifs, c'est d'atteindre les 1000 startups en 2024. On est aujourd'hui à 353, donc on est à un tiers du chemin. Donc, il y a beaucoup à faire encore. On y croit, mais on est sur une belle tendance. Donc là, moi, je vais juste vous présenter quelques éléments clés par rapport à nos chers panélistes tunisiens et français pour qu'ils aient un peu mieux connaissance de l'état de l'investissement en Tunisie. Parce que je pense que voilà, tout ce qui va se faire, que ça soit à travers le nouveau pilier qui va être implémenté de Startup Tunisie à travers le fonds de fonds Anava Fund of Funds qui va dynamiser cet acteur de l'investissement à travers les initiatives comme Investi et l'intégration de la communauté tunisienne dans la plateforme Euroquity. On a besoin quand même de savoir d'où on part et vers où on va aller. Quels sont les KPI qu'on va essayer de changer. Donc, ça sera très rapide. C'est les résultats en fait de notre rapport annuel Startup Tunisia, Startup Act, donc qui est partagé, qui est public, c'est des informations publiques, donc qui s'appuie sur les résultats ou les informations déclarées par les startups labellisées. Donc, à la fin de l'année, la première année de labellisation, on comptait 248 startups. Donc, c'est ça pour vous mettre dans le cadre de ces chiffres-là, qui aujourd'hui forcément ne sont plus vrais, mais je pense que ça nous donne quand même un assez bon un regard ou évaluation de ce qui existe déjà. Donc, à la fin d'une année de labellisation, on a compté 70 levées de fonds entre 2019 et 2020 pour un total de levée de fonds de 114 millions de dinars. Donc, ce qui est assez important par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu une évolution par rapport aux années précédentes. Donc, la tendance, elle est en hausse, mais reste à faire. J'ai aussi d'autres informations qui sont assez importantes, en fait, sur la défalcation des tickets de financement par stage. Donc, par exemple, inférieur, les tickets inférieurs à 100 000 dinars, ça représente 19%. Les tickets entre 100 000 et 200 000 dinars, ça représente la plus grosse tranche et c'est 34%. Donc, notre plus grande concentration d'investissement, elle vient sur les tickets entre 100 et 200 000 dinars et qui est en Tunisie, ce qui est considéré comme de l'amorçage, donc du seed investment. Clairement, dans d'autres pays, 100 000 et 200 000 dinars, donc c'est 30 000 euros, c'est clairement en deçà du seed investment.
On a 27% entre 200 et 600 000 dinars. Donc, on revoit, il y a eu une hausse dans le nombre de tickets. Ensuite, là, on va vers la baisse. Et pour les gros tickets, on est à 1%, on est à 2% entre 5 et 5 et plus que 15 millions de dinars. Donc, ça nous renseigne un peu en même temps sur la maturité de nos startups, mais aussi sur l'activité de nos investisseurs aussi, où se situent la plupart de nos investisseurs intéressés à s'impliquer dans cette entrepreneurial ou startup endeavor de nos startups tunisiennes. Autre élément que j'ai pensé pertinent à partager aussi, dans le rapport, on a essayé de sonder les principales sources de financement. Et ce qu'on retrouve, par exemple, donc forcément, il y a de l'autofinancement à 100% des startups. 44% des startups s'appuient sur du love money à travers la famille, amis, etc. 25% uniquement ont eu cette opportunité d'être appuyés par des fonds d'investissement, des organismes d'investissement réglementés. Et donc 11% uniquement, c'est des business angels. Donc, on a en termes d'activité de business angel auprès de nos startups, sur cette première année d'activité, on compte uniquement 11% de business angel. Donc ça, en fait, c'est pour moi, c'est des prémices positives, mais en même temps, beaucoup d'axes d'amélioration à apporter. Les startups ont forcément besoin d'investissement. Les investisseurs aussi ont besoin de plus d'activités de pipe en termes d'investissement, mais en termes de ceux dans lesquels ils vont investir, mais aussi en termes d'investissement, ils ont besoin de plus d'émulation. Et c'est ce qu'on pense que le fonds pourra apporter à l'écosystème. Et puis aussi, on a besoin d'un engagement plus clair ou d'un intérêt d'éduquer peut-être ou de sensibiliser un peu plus nos business angels locaux tunisiens vers les startups tunisiennes. Je vais finir par une note positive quand même pour l'état de l'investissement en Tunisie. Cette semaine, on a eu la très bonne nouvelle de 2 levées de fonds qui ont été réalisées donc par 2 startups tunisiennes auprès de fonds africains. La première auprès d'un fonds africain, la deuxième auprès d'Orange, donc, mais la branche africaine d'investissement. Et pour nous, ça, c'est de vraies promesses qu'on cherche en même temps à encourager et puis à multiplier, j'espère, par rapport à d'autres startups tunisiennes. Voilà. Super, merci Salma. Tu nous diras peut-être un peu plus tout à l'heure par rapport au fonds de fonds et à la dynamique qui pourrait être enclenchée, et peut-être l'intérêt pour un partenaire investisseur du côté européen de regarder de très près au fait l'avancement de cette initiative. Peut-être justement, tu disais Salma qu'on parle de 25% uniquement des fonds des startups labellisées qui ont bénéficié de fonds provenant de fonds d'investissement réglementés. Avec ça, je voudrais passer la main à Mohamed Salah. Toutes mes excuses, Mohamed Salah, j'ai oublié de te présenter tout à l'heure, vu que la richesse de ce panel, mais Mohamed Salah is the guy quand on parle d'investissement en Tunisie, investissement dans les startups, puisqu'il est à la tête tu es à la tête de UGFS, qui est un acteur en investissement dans les startups qui investit dans la plupart, dans un très grand nombre, mais vraiment la plupart des startups en early stage en Tunisie. Et puis aussi, tu es président de l'ATIC, qui est l'Association tunisienne des investisseurs en capital. Tu as aussi la casquette du membre du collège des startups. Donc, tu vois réellement passer toutes les startups innovantes et scalable qui demandent justement le label. Mais tu es aussi, et merci pour ça, tu es membre du comité stratégique du projet Investi ensemble avec Yahya, Salma et Khaled. Donc, nous vous remercions vraiment pour votre commitment pour ce projet. Alors, Mohamed Salah, si tu peux nous présenter un peu le paysage des acteurs actifs dans l'investissement dans les startups en Tunisie. Est-ce qu'il y a des challenges? C'est quoi l'opportunité pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans une startup à partir de l'Europe? Bon, on dit aujourd'hui, Salma vient de présenter 70 levées de fonds l'année dernière, mais est-ce suffisant? Est-ce que les fonds qui existent aujourd'hui sont suffisants pour répondre à cette dynamique, à ce momentum dans l'écosystème, avec le nombre croissant de startups labellisées, avec toute cette envie des Tunisiens et non-Tunisiens de se lancer à partir de la Tunisie et de profiter des avantages d'un Startup Act? Merci, Emel, pour cette belle introduction et merci à tous les présents
Donc voilà, donc je suis très heureux d'être parmi vous dans cette initiative. Laquelle initiative, pourquoi j'ai beaucoup aimé cette initiative? Parce qu'on essaie de faire le pont avec des investisseurs globaux. On ne peut pas exister si on n'est pas dans un écosystème global, si on n'est pas dans cet aspect d'internationalisation. Revenons sur le modèle tunisien. Donc, le modèle tunisien en termes d'investissement, il a été constitué en 2005. Hein, ça remonte à 2005 pour la première loi sur les fonds d'amorçage et les fonds d'essaimage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2005, le régulateur, le législateur était conscient qu'il va falloir qu'il y ait des fonds d'amorçage de seed money qui va partir sur les sociétés. Alors, on disait en 2005 2006, c'est un peu ancien, on parlait d'entreprises et de PME innovantes et on parlait de départements d'innovation dans les PME, etc. Donc, l'idée de consulter par les startups en tant que phénomène, donc en tant qu'entité qui va commencer par l'ideation, etc., et qui va aller jusqu'à la scalability n'était pas très présente, mais il a fallu un peu d'entraînement, etc., pour qu'à partir de 2010, on commence à avoir de plus en plus de fonds d'amorçage sur la scène, mais aussi c'était impulsé aussi par des business angels. C'est historique, c'est en 2010, en 2011 que ça a commencé, des gens qui étaient convaincus de l'importance d'aller sur les domaines de l'entrepreneuriat, etc. Parce qu'avant, je dirais, c'est une date butoir. C'est une date importante, c'est-à-dire qu'entre 2010 et avant 2010 et après 2010, l'idée de l'entrepreneuriat, c'est intimement lié avec la question de l'innovation. Et ça, je pense que c'est un événement qui était très, très important parce qu'au début, on parlait de création d'entreprises, etc., sans qu'il y ait le focus sur la partie innovation. C'était la création tout court. Je me rappelle, c'est anecdotique, je me rappelle qu'il y avait il y avait des événements de l'API, etc., où il y avait un tas de dossiers de création de sociétés, etc., avec des business plans, avec des choses qui sont amusantes aujourd'hui, mais c'était la réalité à la fin des années de la décennie, je dirais, 2000. Donc là, il y a eu un changement drastique parce qu'on a vu que ce modèle-là, le modèle de création d'usines classiques sans contenu technologique, d'affaires où il n'y avait pas le côté innovation, ne menait à rien. Et de toute façon, les banques et les institutions financières ont vite compris que c'était déjà un risque énorme et que les pourcentages et les probabilités de succès n'étaient pas bonnes. Il y avait parlé de 80% de taux de casse, etc. Donc, à partir de 2010, on a commencé à repenser et à constituer un écosystème. Je ne veux pas parler beaucoup de l'écosystème. Je céderai peut-être la parole à mes collègues pour le parler, mais je parle surtout de la partie investissement. Et donc là, il y a eu quand même des expériences de fonds d'amorçage avec, bien sûr, les acteurs que vous connaissez, mais je citerai peut-être les trois grands acteurs. Il y a la sagesse d'un côté et aussi encore toujours l'État tunisien, parce que c'est une société qui est étatique, donc l'État tunisien qui toujours montre la voie. Il y avait après UGFS qui a commencé à travailler sur la partie amorçage avec un tas de fonds d'amorçage. Et après, Yahya aura l'occasion d'en parler, il y a eu Vlatix Lab avec une expérience internationale qui est venue aujourd'hui pour voir s'il y a une possibilité donc d'agir localement, mais avec une expérience internationale et globale qui a été, je dirais, expérimentée dans d'autres pays, notamment l'Égypte et les pays du Golfe. Et donc, à partir de là, donc, il y a cette espèce de fonds d'amorçage, carrément, de fonds d'amorçage. Je décompte une dizaine de fonds d'amorçage en Tunisie. Il y a eu après Maxwell Gestion qui est venu avec cet aspect d'aller sur ce terrain-là, la CDC Gestion, etc. Je pense que les trois acteurs les plus importants sont ces acteurs-là. Mais malheureusement, et je viens je dirais, au gap aujourd'hui dans le financement, c'est que tout ça, toute cette tendance-là n'a donné que pratiquement, je dirais, 50 millions de dinars en tout et pour tout d'investissement dédiés pour les startups, ce que je trouve vraiment trop peu. C'est le financement d'un seul projet en PME. Donc, je dirais que malgré cette tendance-là, les montants qui sont
qui ont été alloués pour ce domaine-là restent toujours minimes. Sachez que c'est pratiquement, ça représente moins de 1% de l'investissement total en matière de private equity en Tunisie, du portefeuille total. Donc, ça reste toujours embryonnaire, ça reste toujours microscopique. Et ça a été justement donc, confirmé par Salma en disant que justement, il n'y a que 25% des startups labellisées qui avaient été financées par donc, des fonds d'investissement. C'est une question carrément donc, d'offres de financement. Il n'y a pas les offres financières et malheureusement, moi, Yahya et tous mes collègues, on est très désolés de ne pas pouvoir donc, financer le maximum de startups. Aujourd'hui, il n'y a que un quart de startups labellisées qui ont été financées, pas parce que ces startups ne sont pas valeureuses et ne donnent pas de la création de valeur, mais parce que justement aujourd'hui, malheureusement, il y a un manque de moyens et un manque de ressources. Ce manque de ressources, il va être, je dirais, corrigé et stimulé par le fonds de fonds, que je pense qu'il y aura l'après-fonds de fonds et l'avant-fonds de fonds. Je pense que ça va être quand même, parce que là, il va être alloué donc 100 millions d'euros et je dirais avec l'effet multiplicateur, etc., parce que le fonds de fonds, il va être matché avec d'autres fonds. Je pense qu'il y aura quand même des montants assez importants pour amorcer donc, tout ce secteur-là et donner les fonds nécessaires. L'autre bémol, et je termine avec ça, c'est aussi, donc, je pense, le manque de ressources, mais je pense qu'on y est, donc on fait de travail énorme pour la levée de fonds, pour la vulgarisation. Je me rappelle très, très bien des premières réunions avec les institutions financières dans mes comités d'investissement. C'était du chinois, mais aujourd'hui, on voit de plus en plus que les acteurs sont familiarisés avec l'investissement dans une start-up, avec une aviation, avec des idées nouvelles, etc., avec la technologie. Et on voit aussi des retours qui sont assez importants et commence à avoir du track record. Mais aussi, je pense que l'autre bémol, c'est un peu notre aspect local, trop local de nos start-up. Et là, vraiment, il va falloir que tous on travaille pour l'internationalisation, pour aller sur l'international, pour aller à lever des fonds, pour intéresser des fonds globaux, des private equity, des acteurs globaux donc, qui viennent investir chez nous, qui viennent investir pour accompagner justement nos startups à l'international, etc. Et je pense que sur ce côté-là, il reste beaucoup de choses à faire. Malheureusement, comme a dit Amel et Salma, il y a eu quelques opérations, mais malheureusement, ça reste toujours des opérations qui sont ponctuelles, ça reste toujours des opérations spot, mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait une tendance totale pour l'accélération de l'international. Pourquoi je dis ça? Parce que on croit tous qu'on est dans des deep tech, dans des domaines très, très spécifiques, etc., dans des niches de produits. Donc, il va falloir que l'accélération soit de fait avec des spécialistes en la matière et je pense que la valeur ajoutée qui est attendue sera très, très importante et de qualité et qualitative, je veux dire. Voilà, je pense avoir couvert tout l'aspect et je suis à votre disposition, bien évidemment. J'ai déjà une question. J'ai déjà une question supplémentaire, Mohamed Salah. Tu avais mentionné l'avant-fond de fonds et l'après-fond de fonds. Donc, si tu peux déjà nous donner une sorte de timeline approximative de l'avant et de l'après, ça d'une part. Et d'autre part, puisqu'on parle de l'avant-fond de fonds, est-ce qu'on est dans… j'essaie de me mettre dans regarder l'écosystème tunisien de la perspective d'un investisseur européen. Est-ce que tu verrais ça plutôt comme une opportunité? Parce que s'il y a un manque de fonds, un manque de moyens, il y a peut-être des valorisations, des startups super intéressantes avec une valorisation intéressante, avec la perspective d'un investisseur. Et puis, quel rôle tu pourrais jouer en fait, en tant que UGFS ou en tant qu'avec ou bien les autres acteurs d'investissement en capital pour accompagner une collaboration autour de l'investissement dans ces startups? Alors justement, sur la partie avant-fonds de fonds, pourquoi en fait, déjà, il y a les ressources, donc il y a les ressources importantes, abondantes, parce qu'il y a l'effet multiplicateur. Par exemple, moi ou Yahya ou Sagesse ou tous les autres acteurs, si on avait un effet de levier très important pour nos levées de fonds, avec le fonds de fonds, on aurait pu intervenir de manière beaucoup plus intéressante. Ça, c'est quelque chose, donc la mobilisation de ressources nous permet de toucher un maximum, d'augmenter les tickets d'investissement, de toucher un maximum de startups, etc. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, qui n'est pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui, on parle bien sûr avec
un travail énorme de l'écosystème, de la société civile, ça portait sur des fonds qui aujourd'hui vont être des FSI, donc des fonds spécialisés d'investissement, qui vont être libellés en euros, donc, enfin en euros, en monnaie étrangère. Et donc, le signal est donné pour dire que là, on va vraiment aller dans des écosystèmes ou dans un espace qui est global, donc qui n'est pas local, etc. Tous ont eu, moi en tant qu'investisseur, j'ai eu beaucoup de sollicitations, par exemple, pour des acquisitions à l'étranger, pour l'ouverture de bureaux pour nos startups à l'étranger, pour des acquisitions d'autres startups à l'étranger, et on n'avait pas les moyens donc nécessaires, les mécanismes nécessaires pour faire ces opérations-là. Je pense que il est temps aujourd'hui de le faire. Deuxième chose qui est très importante, et là, c'est notre contribution en tant qu'investisseur en Tunisie, c'est vraiment accompagner accompagner en co-investissement, c'est important, accompagner en co-investissement des acteurs globaux. On a aujourd'hui donc l'expérience nécessaire, on a les équipes de gestion qui sont sur place, sur le terrain, etc., qui connaissent le marché. Et donc, on est prêt aujourd'hui à faire du co-investissement. D'ailleurs, l'investissement dans les startups, il est basé sur ce concept, donc sur cette doctrine de co-investissement ensemble. Donc, on est prêt, on n'est pas là pour valoriser et partir. Non, on est déjà, c'est un signe que l'écosystème, les investisseurs, on veut toujours accompagner nos startups à l'international, mais on ne va pas se débarrasser des portefeuilles, mais on va être des co-investisseurs pour des investisseurs globaux. D'un côté, donc, on va assurer la proximité donc, par rapport au marché, mais de l'autre côté, je pense qu'il y a un transfert technologique, une capacité building très importante pour les équipes de gestion. Et là, je finis avec ça. En tant qu'ATIC, aujourd'hui, on a un engagement irrévocable pour cette histoire de nivellement vers le haut du métier de l'investissement. On le sait tous, on est prêt, on est en train de faire beaucoup de choses au niveau de la TIC, au niveau de formation, au niveau de capacity building, au niveau de bonnes pratiques de gestion pour faire le nivellement vers le haut de l'environnement, donc des équipes de gestion, de l'environnement de l'écosystème en Tunisie pour qu'il devienne un écosystème qui n'a rien à envier avec ce qui se passe avec les standards internationaux sur toutes les matières de gestion, de formation, d'accompagnement et d'une manière générale d'investissement. Super, merci Mohamed Salah pour cette image franche mais pleine d'énergie et d'enthousiasme pour l'écosystème tunisien. Tu as mentionné les mécanismes, les outils, le cadre, les fonds qui sont labellisés en devises et il n'y a pas mieux que Maya pour nous parler un peu plus du cadre juridique en fait, de l'investissement en Tunisie. Maya Bourarda est avocate et a contribué très activement dans le design et la rédaction même du cadre de la loi Startup Act qui a vraiment été un turning point jusque-là dans l'histoire de l'écosystème tunisien qui existe peut-être depuis 2010, comme bien Mohamed Salah vient de mentionner, ce n'est pas un écosystème qui est né hier, mais c'est toujours une dynamique qui est qui me regardent d'autres pays d'Afrique ou d'Europe. Ça d'une part, et puis par rapport à l'investissement, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a les mécanismes qu'il faut, les outils qu'il faut pour investir dans la startup en Tunisie? Comment on fait pour co-investir avec un acteur international? Comment ça se passe, les barrières, le potentiel? Voilà, dis-nous tout. Merci Emel. Alors effectivement, c'est une dynamique qui a commencé et qui compte pas s'arrêter. D'ailleurs, c'est ça la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, donc effectivement, la dynamique a commencé en se disant, on voit qu'il y a un potentiel énorme, qu'il y a des jeunes start-upers qui ont réussi en Tunisie, mais qui aussi ont réussi à l'international, qui même en fait sont partis de Tunisie et ont réussi à l'international. Donc, en voyant ça, il fallait libérer le potentiel. Et pour libérer ce potentiel, effectivement, Mohamed Salah en a parlé, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais pas que. Donc, il fallait aussi, en fait, libérer un petit peu tous ces start-upers et même ces investisseurs, d'ailleurs, je dirais un peu, moi, ces chaînes, en fait, qui malheureusement ne retenaient un petit peu ce potentiel. Et donc, le premier pilier en fait, qui a été envisagé au niveau du Startup Act, ça a été un cadre législatif. Donc, le cadre législatif du Startup Act. Le deuxième pilier, c'est le pilier financement, donc avec effectivement le fonds de fonds.
Et le troisième pilier, c'est la formation, l'éducation avec le talent pool. Donc, quand on prend du coup ce premier pilier, effectivement, ça a été une dynamique extraordinaire on s'est dit en fait, qu'est-ce qui manque en fait pour que ces start-upers explosent et puissent nous faire de très belles start-up. Il fallait effectivement les encourager. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour libérer le potentiel, pour permettre en fait des bourses de start-up, pour permettre en fait des avantages financiers et pour permettre voilà, surtout de faciliter en fait les différentes étapes de façon à ce qu'ils ne soient pas bloqués par des contraintes administratives ou par des blocages administratifs et que le système soit beaucoup plus simple à l'image d'une start-up en fait, qu'il soit innovant. Après avoir en fait établi effectivement ce cadre existe depuis 2018, il y a aujourd'hui, comme le rappelait Salma, 350 startups qui ont bénéficié en fait du label qui a été créé par le Startup Act. Donc, après, elles ont également bénéficié d'un cadre en fait général qui existait déjà, parce que l'investissement en Tunisie, c'est effectivement assez ancien, ça existe depuis longtemps. Il y a plusieurs lois en fait qui ont d'ailleurs mis en place un cadre assez favorable au niveau de l'investissement. Donc les startups en ont bénéficié également avec la spécificité de la start-up. Donc il est possible effectivement d'investir en Tunisie dans une start-up en bénéficiant à la fois du cadre général de l'investissement et du cadre plus particulier du Startup Act qui donne des avantages supplémentaires. Après, il est également possible de co-investir et d'ailleurs de co-investir avec des fonds tunisiens. Il est possible d'investir en euros et de rapatrier également ces fonds en euros. L'avantage aussi du Startup Act, c'est qu'il a créé la possibilité justement, il a libéré, disons, le potentiel international et le potentiel en devise en permettant la création de comptes en devises, donc en euros ou en dollars, de façon à ce que les startups puissent plus facilement en fait être dans ce monde, en fait, dans cette internationalisation qui malheureusement peut être pénalisée par la réglementation d'échange locale. Après, je vais dire, la dynamique, elle devrait aller encore plus loin. Justement, on parle aujourd'hui de 350 startups. J'espère que dans quelques années, on aura le double et le triple. Mais pour qu'on parachève vraiment cette dynamique, il va falloir lever encore des barrières. Au moment du design justement du Startup Act et quand on l'a imaginé, il y avait d'autres choses en fait avec qui malheureusement n'ont toujours pas été adoptées et je pense que c'est un petit peu un obstacle et un frein, donc j'espère… Notamment permets-moi de te couper. Maï, justement, il y a deux questions de l'audience par rapport à la SAS et tu mentionnais justement les autres aspects qui devaient figurer dans le Startup Act et peut-être la forme juridique de l'entreprise en fait partie. Tout à fait, tout à fait. Parmi d'ailleurs les mesures qui étaient prévues dans la stratégie du Startup Act au départ et qui avaient été présentées, il y avait notamment deux instruments additionnels qui étaient la SAS. Alors c'est la Société par Action Simplifiée, c'est un modèle qui existe dans d'autres pays et qui se veut en fait un véhicule un petit peu plus flexible entre la SA, qui est souvent demandé par les investisseurs, et la SARL. Donc, suite à la rédaction du Startup Act, une commission a été mise en place au niveau du ministère de la Justice pour rédiger un projet de loi donc, sur la SAS. Aujourd'hui, en France, je pense qu'à peu près 99% des startups sont des SAS. Donc, ça vous donne une idée de l'importance de la SAS. Et pas que les startups, d'ailleurs. Plus aussi, il y avait des instruments financiers. Donc, on avait mis en place de nouveaux instruments financiers comme les actions de préférence, comme les actions gratuites, comme les bons de souscription d'actions. Donc, toute une palette en fait qui devait permettre de structurer des investissements plus facilement et en alignant les intérêts et qui devait permettre aussi de mettre en place des management packages
notamment pour les promoteurs de start-up. Bon, malheureusement, ce texte a été finalisé, il est prêt, mais il n'a toujours pas été adopté parce qu'il est encore dans les cartons ou sur un bureau au ministère de la Justice. Donc, on espère en fait qu'il sortira très bientôt des cartons et verra le jour, parce que c'est un élément très important en fait pour encourager ce dynamisme et pour libérer ces énergies. Il y avait aussi également un autre texte qui était très important pour justement développer l'investissement et le financement et les fonds d'investissement, qui est le Code du capital investissement. Bon, ce code est encore, là c'est dans les cartons de l'Assemblée de l'ARP en fait, donc bon, il y a eu quelques dispositions de ce code qui ont été insérées dans une loi transversale pour améliorer le climat de l'investissement. Donc heureusement, aujourd'hui on peut créer un fonds de fonds, on peut créer des fonds d'investissement spécialisés en euros, et je sais d'ailleurs qu'il y a des Tunisiens de la diaspora qui ont l'intention, qui veulent créer des fonds d'investissement pour financer les startups dans ce domaine. Donc, c'est une bouffée d'oxygène énorme pour le financement des startups. Il y avait également, au même moment aussi, pour faciliter le financement des startups, le crowdfunding. Bon, heureusement, finalement, le crowdfunding a été voté il y a quelques mois. On espère que les décrets d'application vont bientôt être adoptés de façon à ce que ce cadre juridique qui crée un potentiel très important puisse voir le jour et être mis en exécution, parce qu'il ne suffit pas de créer la loi, mais il faut que la loi soit mise en application et qu'il y ait des plateformes de crowdfunding qui soient mises en place. Voilà, en fait, c'est les principaux, on va dire, les principaux textes qui avaient été un peu imaginés ou qui ont été imaginés même un petit peu après et qui pourraient permettre un peu de libérer toutes ces énergies. Ok, cool, merci Maya. Je me pose la question, j'imagine que je suis un investisseur business angel ou investisseur institutionnel installé en dehors de la Tunisie. Comment ça marche pour collaborer, pour investir dans une startup qui est enregistrée, qui est incorporée en Tunisie? Comment ça marche pour collaborer avec un fonds d'investissement en Tunisie? Est-ce qu'il y a des barrières actuellement? Est-ce que je dois attendre que que ce cadre réglementaire évolue encore un tout petit peu, ou est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Comment ça marche? Non, c'est tout à fait faisable et ça a été fait d'ailleurs. Il y a plusieurs startups dans lesquelles des fonds d'investissement étrangers ont investi, parfois aussi avec des fonds locaux, donc c'est tout à fait possible. L'investissement se fait comme un investissement d'ailleurs dans tout autre domaine. L'investissement peut se faire en devise, les fonds peuvent même rester en devise grâce aussi, ils obtiennent une fiche d'investissement qui aujourd'hui est digitalisée, se fait sur le portail de la Banque centrale et ils investissent. Bon, après, je dirais comme dans tout autre investissement ou dans toute autre start-up, il y a un pacte d'actionnaires qui est fait entre les différents investisseurs pour organiser en fait la gouvernance, les clauses de sortie, etc. Et je veux dire, aujourd'hui, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le cadre existe, il est en place et un investisseur étranger a toute la latitude et la possibilité d'investir. Après, alors par des actions ordinaires ou par des obligations convertibles en actions, on a d'ailleurs au niveau du Startup Act facilité un petit peu l'émission d'obligations convertibles en actions. Voilà, juste ce que vont apporter ces textes en plus, c'est que aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore la possibilité d'investir par des actions de préférence, ce qui, bon, c'est assez technique, donc je ne vais peut-être pas développer ici, mais l'avantage de ces nouveaux textes pourrait permettre en fait une sophistication encore plus grande en fait de la structuration des investissements. Mais aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faisables avec les moyens du bord, donc avec le cadre existant.
Excellent, super. Merci beaucoup, Maya, pour toutes ces clarifications. Et je rappelle que tu parles en connaissance de cause parce que tu as aussi exercé dans le marché français même anglais. Donc, connais les contraintes et les opportunités de part et d'autre de la Méditerranée. En parlant de Alors, Méditerranée… juste pour rajouter quelque chose, par exemple, les actions de préférence, sans regarder l'Europe ou les États-Unis, ça existe en droit OHADA. Donc là, voilà, il faudrait qu'on rattrape le retard par rapport à nos amis africains. Oh, wow. Congratulations pour ces avancées en termes de cadre juridique. Justement, on parlait de collaboration avec la région, on parlait de Méditerranée et j'ai envie d'explorer un peu la perspective d'un acteur régional qui développe une collaboration avec l'écosystème de la start-up en Tunisie. Donc, je me retourne vers Yahya Houri, qui est directeur général de Flatix Labs Tunisie, qui est un accélérateur de start-up et qui opère depuis quelques années déjà. Et donc, Yahya est très proche, très impliqué dans l'écosystème de start-up en Tunisie. Donc, tu pourras justement nous parler, Yahya, nous décrire un peu l'écosystème tunisien d'une perspective d'un enabler, mais aussi d'un investisseur, en fait, qui a mis en place un fonds local en Tunisie, le Anava Seed Fund. Donc, comment est-ce que tu vois l'écosystème, les challenges pour un acteur régional ou l'opportunité aussi? Parce que justement, pour s'être installé en Tunisie, il y a peut-être une opportunité que Flatix Labs est venu chercher en Tunisie. Avec plaisir, merci pour l'opportunité. Je pense que c'est un panel super intéressant. Ça fait 3 ans qu'on est en Tunisie et j'apprends toujours de nouvelles choses. Donc, merci aux autres panélistes. Donc, Flatix Labs, c'est un accélérateur et un fonds d'investissement. Ça fait 3 ans et quelques qu'on est présent en Tunisie. On a un fonds d'investissement de 30 millions de dinars. Et on a, à travers la région, une présence sur 6 pays, bientôt un 7e en Jordanie, avec une présence qui date de plus de 9 ans. Donc, à travers la région, on a investi en plus de 300 startups. On a dépensé environ 50 millions de dollars et on a réussi à ramener en plus dans les startups qui ont réussi plus du double, voire le triple de ce montant-là. Et ça, en fait, qui est très important quand on est en train de regarder les emerging markets, les pays de notre région, c'est qu'il y a toujours besoin d'un first mover. Comme l'avait mentionné si Salah, en fait, c'est le plus difficile, c'est le premier ticket. Dès qu'on met un premier ticket, automatiquement, il y a plus d'intérêt et il y a plus d'investisseurs qui peuvent mettre de l'argent dedans. Et d'ailleurs, c'est tout notre rôle en Tunisie. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est 2 choses. La première, c'est qu'en termes d'innovation, en termes de technologie, en termes d'intelligence, en termes d'énergie, la Tunisie, bon, c'est dans mon opinion, peut-être mes confrères, je ne sais pas s'ils seront d'accord ou non, mais la Tunisie, elle est bien loin devant. Et ça fait vraiment plaisir de travailler ici, de soutenir les entrepreneurs tunisiens et de voir vraiment qu'avec un petit coup de pouce, ils peuvent aller très, très loin. Maintenant, le revers de la médaille, c'est justement les challenges qu'il y a dans l'investissement, que ce soit investissement local ou investissement à l'étranger. C'est-à-dire pour nous, pour qu'on puisse clôturer une opération d'investissement, ça nous prend parfois plusieurs mois, alors que dans d'autres pays, ça prend 24 heures. Donc, et ces plusieurs mois-là où il y a quand même un délai pour que l'entrepreneur reçoive l'argent de l'investissement, c'est très frustrant pour l'entrepreneur, c'est très frustrant pour nous aussi. Notre rôle, donc nous, Flatix Labs, on fait plusieurs choses. On accompagne, on investit les petits tickets, donc il commence à 100 000 dinars et on peut aller jusqu'à 1 million de dinars. Mais le deuxième ticket qui a justement un montant beaucoup plus important, il a une condition, c'est qu'il faut… C'est en euros, l'équivalent en euros, pardon, 100 000 dinars, c'est 30 000 euros. Donc. Voilà, c'est de 30 000 euros à environ $250 000. Donc, on ne parle pas de montants énormes, on parle vraiment du pre-seed, mais c'est justement ce petit montant-là qui ramène un peu de la structure et de la confiance à d'autres investisseurs et on l'a vu dans notre portfolio, c'est très, très clair. C'est-à-dire des startups qui étaient déjà partis parler à certains investisseurs étrangers n'avaient pas eu d'intérêt. Quand ils ont vu qu'il y avait un autre investisseur avec eux qui a commencé, soudainement, la conversation change.
Et parce que d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, ça montre que dès qu'on voit qu'il y a quelqu'un d'autre, un autre investisseur qui a de l'intérêt, ben, soudainement, ben, on voit que c'est quelqu'un, ça vaut la peine de regarder cette startup-là. Mais ensuite, notre rôle, c'est de légitimiser, voire de structurer une société. Et donc, avec un protocole d'investissement qui est assez structuré, d'autres investisseurs qui viennent après, ils voient qu'il y a déjà la bonne structure et qu'ils ont des commissaires aux comptes, qu'ils ont plein de choses qui les rassurent, surtout des investisseurs qui ne sont pas de la Tunisie et qui investissent de l'extérieur, qui n'ont pas les ressources pour mettre quelqu'un sur place en full-time. Sauf que, pour un peu pour refléter ce que avait dit Salah, mais aussi pour refléter ce qu'avait dit Maya, c'est qu'en Tunisie, il n'y a pas encore énormément de fonds d'investissement qui investissent dans l'innovation et dans les startups. Pour vous donner un petit exemple, donc à travers toute la région, le ratio de follow-on investors, c'est-à-dire les investisseurs qui mettent de l'argent après nous dans notre portfolio, dans les startups de notre portfolio, c'est 90% local, 10% étranger. En Tunisie, c'est exactement l'opposé. On a seulement 10% d'investisseurs locaux dans nos startups et 90% qu'on a pu ramener ou que les entrepreneurs ont pu ramener de l'extérieur. L'extérieur, c'est où? Donc, là, pour la plupart, c'est à travers notre réseau régional, c'est-à-dire Bahreïn, Égypte, Émirats, Liban, mais aussi, et là, c'est le tout début, on commence à avoir des fonds d'investissement et des angel investors européens et africains. Maintenant, en termes de… Le plus grand challenge, honnêtement, et là, c'est là où le Startup Act avait vraiment aidé, c'est non pas à travers les avantages du Startup Act, mais c'est à travers tout le mouvement qui s'est passé autour du Startup Act. Quand dans les premières années où Flatixas venait de commencer en Tunisie, on parlait à d'autres investisseurs à l'étranger, personne n'avait vraiment entendu parler de la Tunisie en tant que terrain d'investissement dans les startups. Dès que le Startup Act est venu, il y avait une grosse machine de com, et là, je pense que c'était très bien joué, grosse machine de com autour qui, seulement, recevait des emails d'investisseurs étrangers qui disaient j'ai entendu parler de ce Startup Act, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Et donc là, on a commencé à les inviter ici pour qu'ils voient un peu directement comment ça se passe. On les a fait rencontrer plusieurs membres du gouvernement, mais aussi plusieurs startups et autres fonds d'investissement pour voir comment ça marche. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Tunisie est un terrain très fertile pour l'investissement, mais c'est quand même très difficile. Donc, pour prendre le mot de Maya, elle a dit que les investissements étrangers sont faisables. Malheureusement, les fonds d'investissement étrangers ne recherchent pas faisable. Ce qu'ils cherchent, c'est de la facilité. On l'a vu, on a envoyé des entrepreneurs en France, par exemple à Vivatech, ils reviennent avec une promesse d'investissement d'un business angel de 50 000 € qui pourrait quand même faire une grande différence dans leur opération. Dès que le business angel voit qu'il y a des procédures, même si elles sont claires, de la fiche d'investissement à la BCT, etc., il se dit, vous savez quoi les gars, je suis désolé, mais ça ne m'intéresse pas de passer 6 semaines, ce n'est pas longtemps 6 semaines, mais ce n'est pas intéressant de passer 6 semaines sur votre cas. Je peux aller n'importe où d'autre dans le monde et investir directement en 3 jours. Donc, c'est là où, moi, je voudrais qu'on essaie de changer le concept de c'est faisable. Et donc, voilà, donc c'est bien pour nous, à comment est-ce qu'on peut vraiment accélérer les choses pour que ce soit plus seulement faisable, mais qu'on soit beaucoup plus compétitif comparé à d'autres pays de la région. Et là, la région, je parle Middle East, Afrique et le reste de l'Europe aussi, l'Europe de l'Est, où les investissements sont attrayants. Et d'où, d'ailleurs, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est d'où, disons, l'initiative qu'on est en train de démarrer aujourd'hui. C'est une initiative qui, à mon sens, d'abord, c'est le moment parfait pour faire un démarrage maintenant. C'est une initiative qui va pouvoir construire des ponts à travers toute la région. Et on l'a déjà vu à travers quelques réunions pilotes que Gilles et son équipe ont organisées à travers le panel Africanex, où on a eu certaines startups tunisiennes qui ont pu rencontrer les plus grands fonds VC africains. Et ça, c'est des gens qui dépensent des dizaines de millions par année sur les investissements en Afrique subsaharienne. Et là, on est en train d'essayer de les pousser un peu plus vers l'Afrique du Nord. Donc, moi, j'ai de très grandes attentes de cette initiative. C'est exactement ce que les startups qui sont prometteuses, qui sont en train d'avancer, ont besoin pour établir des ponts à l'étranger. Il faut bien sûr qu'on travaille sur le cadre juridique, légal, tout ça. Mais on veut miser sur ces high performers et ces star performers justement
pour donner un exemple et pour amener encore plus de spotlight sur la Tunisie, ce qui ramènera encore plus d'investissements. Merci. Super, merci beaucoup Yahya pour au fait, cette description aussi bien optimiste mais en même temps réaliste et factuelle parce que le plus important pour un investisseur, c'est d'avoir une image transparente, très claire de ce qu'il attend pour pouvoir justement évaluer l'opportunité par rapport au challenge lié à cet investissement. Et donc justement cette perspective internationale, j'aimerais bien avoir aussi la perspective d'un acteur à l'international actif, une des stars de la private equity en Afrique, mais aussi investissant aussi en Europe. Je parle de Afrique Invest, représenté aujourd'hui par Khaled Benjileni, qui est senior partner de Afrique Invest, mais qui est aussi membre du collège des startups, qui est aussi membre de la task force qui a designé, créé le Startup Act. Khaled, tu es aussi membre du comité stratégique d'orientation du comité Investi, donc tu crois. Pourquoi, justement, et comment est-ce qu'un acteur comme Afrique Invest regarde l'écosystème tunisien? Est-ce qu'il y a suffisamment de profondeur dans cet écosystème? Est-ce qu'Afrique Invest a investi dans l'écosystème tunisien? Bon, et peut-être que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à l'activité d'Afrique Invest dans l'investissement start-up, dans l'activité VC. Voilà, cette perspective nous intéresse parce qu'elle pourrait refléter aussi la perspective d'un investisseur international, régional qui s'intéresse à la Tunisie. Merci Amel. Écoute, il y a beaucoup de choses de très pertinent qui a déjà été raconté par Yahya Salma, Mohamed Salah et d'autres. Donc, je vais pas m'attarder sur certaines questions. Par contre, je pense que aujourd'hui, il y a quelques leçons à apprendre de ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Si on regarde l'évolution de l'investissement en capital risque sur les 6 dernières années en Afrique, mais en particulier en Afrique subsaharienne, on a des évolutions très fortes, des multiples de 10 à 15 en fait, de l'évolution de l'investissement. Donc en fait, on a créé un écosystème du financement qui n'existait pas. Alors si on regarde d'où vient cet argent, en majorité, il vient d'étrangers. Donc aujourd'hui, en fait, beaucoup de startups nigérianes, kenyanes, sud-africaines arrivent à lever de l'argent de manière assez substantielle. Mais en fait, cet argent, il vient d'ailleurs. Il vient des États-Unis, il vient d'Europe et il vient un peu d'Asie. Et alors, pourquoi est-ce que ces startups arrivent à le faire et pas nous ici? Bon, d'abord, vous allez me dire qu'il y a la taille du marché, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants. Ici, c'est 10 à 12 millions d'habitants. Mais ce n'est pas tout. D'abord, on a des accords qui font qu'on peut aller beaucoup plus facilement que d'autres sur des marchés limitrophes. Mais l'autre élément, je pense que c'est surtout la manière dont les startups sont constituées au niveau de leurs cofondateurs. La majorité des startups aujourd'hui qu'on voit au Nigeria ou au Kenya, qui sont les deux plus gros hubs à l'échelle africaine avec Le Caire et Cape Town, sont en fait des cofondateurs qui sont souvent un à l'étranger, un au Nigeria, un au Kenya. Et donc, il y a cette mixité. Alors, ça fait un Nigérian de la diaspora qui vit en Californie et puis un autre qui est à Lagos. Alors, que permet cette mixité? Elle permet d'abord de lever de l'argent ici et là, et surtout dans des marchés beaucoup plus matures que les nôtres. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, en 2019, il y a 2 milliards de dollars qui investis en Afrique dans le capital risque. En Europe, c'est 40 ou 50 milliards. Donc, c'est un marché 20 fois plus grand en termes de profondeur. Vous trouvez beaucoup plus de diversité dans cet écosystème européen que dans l'écosystème africain. Et donc, il faut tirer de cette mixité des forces. Et donc, je vois très souvent en Tunisie des startups qui sont purement tunisiennes, de par le marché qu'elles visent et de par la manière dont elles sont fondées. Donc, ça marche, mais ça a une limite. Si vous voulez faire de l'impact, ça pourrait marcher, effectivement. Et c'est tout à fait noble. Il ne faut pas se remettre en question. Si vous faites de la scalability, donc de la taille, et aller suivre les parcours de startups qui ont fait la une des journaux, il faut aller chercher de la profondeur sur le marché. Donc, le marché en termes de marché de vente, donc commercial, mais aussi sur le marché du financement.
Et donc, il faut aller trouver des cofondateurs qui sont présents, qui ont des relations, qui sont capables d'aller chercher du financement, comme ce qu'ont fait certaines startups d'ailleurs, qui l'ont très bien fait, en particulier Instadip, Expensia et d'autres, qui ont redéfini leur marché et qui, par la même occasion, sont allés lever de l'argent sur des marchés étrangers. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas qu'en Afrique, c'est le cas partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez parler à une startup française pour qu'elle réussisse, ce qu'elle va vous dire, c'est qu'il faut qu'elle réussisse en Europe et probablement aux États-Unis. C'est le phénomène de traverser des frontières, donc d'avoir des stratégies cross-border. Aujourd'hui, dès qu'on arrive à une certaine taille, c'est un passage obligé. Hein. Donc, vous prenez Open Classroom qui a levé il y a 2 ans 60 millions de dollars auprès d'un VC américain. Le premier objectif de cette levée de fonds, ça a été d'attaquer le marché américain. Et donc, il faut comprendre qu'il faut s'internationaliser, pas uniquement au niveau du marché, mais au niveau aussi de son actionnariat, aussi au niveau de son équipe. C'est un passage obligé. Je pense qu'on a été élevés tous en Tunisie avec nos parents qui nous ont dit que la Tunisie, c'était le centre du monde. Il faut revenir à cette notion qu'on n'est pas du tout le centre du monde, qu'on est un petit village dans le monde et que ça se passe aujourd'hui ailleurs. Et si on veut en fait créer un phénomène de hub, hein, pour utiliser un mot qui est à la mode, il faut absolument créer ces ponts. Yahya l'a très bien dit. Et ces ponts, vers quoi on peut les créer? Vers l'Europe, ça c'est clair. On a une proximité à la fois culturelle et géographique avec l'Europe, avec le Moyen-Orient et l'Égypte. Aujourd'hui, c'est un très gros marché au niveau du financement. Hein, c'est un des 4 plus gros hubs aujourd'hui de financement, c'est justement le marché égyptien. Avec l'Afrique subsaharienne, hein, le Kenya et le Nigeria aujourd'hui attirent beaucoup plus d'investisseurs étrangers et d'investisseurs en capital risque et d'investisseurs locaux que la Tunisie, et avec les États-Unis et éventuellement l'Asie, la Chine ou l'Asie du Sud-Est. C'est tous des marchés qui peuvent avoir un intérêt, un attrait pour des boîtes qui sont aussi ici. Il y a des boîtes qui aujourd'hui qui réussissent très bien en Asie, dans le software par exemple, et dont le siège ou l'équipe de développement et de R&D sont à Tunis. Donc il y a des modèles, je pense, qu'il faut suivre dans la manière de réfléchir à ça. Et c'est ce qui va permettre, je pense, de pouvoir développer des exemples réussis, comme on a vu récemment une sortie il y a quelques semaines au Nigeria d'une boîte qui s'appelle Paystack, qui a été vendue à 200 millions de dollars à Stripe. Ce genre de success story, c'est le début d'un cycle en fait, qui permet aux fondateurs de ces boîtes-là ensuite de réinvestir cet argent dans l'écosystème, soit dans les boîtes qu'ils recréent, soit éventuellement dans les boîtes en tant que business angel et investisseur. Et ce cycle-là, il faut le faire avec une vue d'internationaliser le secteur des startups. Voilà. Super. Donc, l'appel aux entrepreneurs start-upers, développez votre stratégie cross-border, mais je pense que ça devrait être aussi la stratégie de l'écosystème. Il faut développer justement cette stratégie cross-border, et c'est dans justement cette optique qu'on crée ces ponts, ces connexions vers d'autres écosystèmes afin de connecter aussi bien des opérations d'investissement, mais aussi peut-être des entrepreneurs pour éventuellement se lancer, collaborer et lancer des startups ensemble. Et d'ailleurs, justement, je rappelle que Khalt, toi, ensemble avec donc en tant qu'Africainvest, mais aussi Flat Six Labs, vous faites partie d'une communauté sur Euroquity qui s'appelle Africa Next. Et donc, peut-être tu peux toucher quelques mots par rapport à l'expérience d'un acteur de l'investissement sur une plateforme Euroquity, en attendant et on parlera de Euroquity tout à l'heure un peu plus avec Gilles. Je pense que Gilles est plus à même d'en parler, mais je vais en dire un mot. Effectivement, on a lancé avec Euroquity et Digital Africa cette plateforme qui est extraordinaire, hein, donc qui permet de connecter justement et de créer des ponts entre d'abord les startups africaines et les fondateurs africains et l'écosystème du financement, donc les VC africains d'une part, mais pas seulement, aussi avec les VC européens du Moyen-Orient et d'ailleurs. Et donc on s'est dit que, étant donné qu'on est sur une année qui est un peu différente, où en fait on a un peu plus de mal à faire ça dans le contexte d'une conférence physique, que c'était peut-être le moment de réfléchir à de nouveaux outils. Et comme Gilles et son équipe font ça depuis de nombreuses années, on s'est dit qu'il n'y avait pas mieux comme partenaire justement pour créer cette plateforme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une expérience qui démarre, mais qui démarre sur les chapeaux de roue. Donc on a de très très bons retours aujourd'hui sur les premières expériences d'Africa Next. Je vous invite d'ailleurs
à vous inscrire à la plateforme si vous n'êtes pas déjà, pour pouvoir y être au prochain. Donc, c'est des pitchs de 5 à 10 startups à chaque session, et il y a des VC qui les présentent. Donc, elles sont toutes déjà financées par des VC, c'est du growth. Et donc, il y a d'excellents modèles économiques qui sont présentés et d'excellents fondateurs à écouter. Voilà. Super, super. Donc, justement, parlant Euroquity, peut-être c'est le moment de recadrer un peu notre discussion. Pourquoi on parle aujourd'hui de cette communauté investie? C'est quoi Euroquity? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a comme dynamique? Qu'est-ce qu'il y a? Comment est-ce que Euroquity peut engager, soutenir ces stratégies cross-border et ces collaborations pour un scale-up à l'international des startups européennes, mais des startups africaines aussi? Donc, il y a donc Gilles Le Cogan est le head of la plateforme Euroquity chez BPI. Donc, Gilles, dis-nous tout sur Euroquity, comment ça marche et pourquoi justement une communauté tunisienne investit sur Euroquity. Merci Amel et merci à tous pour cette invitation à rejoindre le webinaire. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord peut-être de vous expliquer d'où on vient. Ça permettra peut-être de mettre en perspective également quelles sont nos ambitions. Vous donner quelques chiffres également, quelques KPI au niveau de l'utilisation de la plateforme, et aussi mon retour d'expérience finalement sur une dizaine d'années de mise en relation entre sociétés et investisseurs en Europe d'abord et maintenant sur le continent africain. Donc en fait, on est une plateforme qui existe déjà depuis longtemps, puisque cette plateforme a été créée par BPI France en 2008 pour répondre à un objectif très simple. C'est comment favoriser la rencontre entre des sociétés innovantes et des investisseurs. Alors on a commencé par le early stage, par des investisseurs individuels et des business angels, et on est très vite monté auprès d'investisseurs VC, auprès de family office et auprès de corporates. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a lancé cette plateforme, on a eu des retours qui étaient vraiment très positifs de la part de nos utilisateurs et un certain nombre de nos collègues et de nos confrères qui nous ont dit bah, écoutez, nous, on aimerait bien faire la même chose finalement dans nos pays. Et on a commencé avec l'Allemagne, on a commencé avec KEV, avec lequel finalement on a créé la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une plateforme avec un socle européen et une vocation internationale. Et on est rapidement finalement devenu, au fil des années, une plateforme ou la plateforme de référence en Europe. Donc je pense que c'est important à partager parce que aujourd'hui, se connecter à Euroquity pour une communauté comme Investi, c'est évidemment bénéficier de cet actif, c'est bénéficier de l'ensemble des contacts qui sont disponibles aujourd'hui sur la plateforme au niveau des investisseurs, bien entendu, mais également des autres sociétés innovantes qui sont présentes. Donc, on est au niveau de l'Europe présent dans beaucoup de projets européens majeurs et je vais en citer quelques-uns parce que certains d'entre eux présentent finalement des similitudes avec Investi. Donc, on est présent notamment dans Access to EIC, qui est un projet qui a pour ambition de connecter les sociétés de la Deep Tech en Europe à des investisseurs plutôt en série A. Et d'ailleurs, pour les sociétés tunisiennes, elles sont éligibles à ces programmes puisque les sociétés tunisiennes en fait font partie de. Enfin, la Tunisie est un État associé à l'Europe, donc c'est aussi important pour vous de les connaître parce que c'est un moyen de facto de faire partie de ces programmes d'accélération. Donc, Access to Invest Horizon, c'est 3000 sociétés qui vont bénéficier de ce service et 500 sociétés qui vont être accélérées. Access to EIC, et je ferai le parallèle aussi avec les sociétés labellisées Startup Act parce que Access to EIC regroupe des sociétés qui sont labellisées en Europe Seal of Excellence. Et c'est le même principe. C'est à partir du moment où on a identifié des sociétés à potentiel, comment finalement on leur permet de gagner en visibilité et d'être connus des investisseurs, pas simplement au niveau local, mais finalement au niveau international. Donc cette communauté regroupe 2000 sociétés et c'est une communauté qui est très importante également au niveau européen. Et on commence à décliner en Europe des communautés verticales, sectorielles. La première d'entre elles, on l'a faite dans le domaine de l'économie de la mer. Donc, ça s'appelle Blue Invest. C'est une opération qu'on mène avec PwC au niveau international. Il y en a d'autres qui sont en préparation dans le domaine du spatial, dans le domaine des drones, etc., etc. Donc, ça, c'est une démarche qu'on décline au niveau de l'ensemble des différents pays européens dans le cadre de projets de la Commission européenne. Et on a une approche également avec les agences de l'innovation. Donc, on a créé une communauté qui s'appelle TAFTI High Potential et qui regroupe les agences de l'innovation en Europe et qui est un peu comme le modèle qu'on a présenté tout à l'heure, que Khaled a présenté. Il y a aussi au niveau d'Africa Next, finalement, c'est les agences de l'innovation qui sélectionnent les meilleures sociétés de leur portefeuille pour que régulièrement on puisse les mettre en avant auprès des fonds d'investissement européens et internationaux. Et enfin, on fonctionne en local. Nous, par exemple, pour la France,
on a 6 communautés qui sont actives et qui sont autant d'opportunités pour les sociétés de se connecter entre elles, de se connecter avec des investisseurs. Donc, c'était pour vous donner la panoplie finalement des possibilités d'avoir des communautés qui soient finalement à l'échelle de plusieurs pays, des communautés qui soient, on va dire, typées Access to Finance, d'autres qui soient plus sur une verticale ou d'autres qui soient plus finalement animées sur un plan local. Donc aujourd'hui, finalement, on a créé ce dispositif en Europe qui fonctionne bien et notre ambition maintenant, c'est de connecter les écosystèmes européens et les écosystèmes africains. On a commencé il y a quelques années avec une opportunité qui était celle de faire une première communauté digitale avec notre partenaire qui est Attijari Wafa Bank. Et donc, on a créé cette communauté qui regroupe aujourd'hui 1500 sociétés essentiellement marocaines, qui est une communauté très dynamique et très active, qui fonctionne vraiment très bien. Et on a décidé d'accélérer finalement notre déploiement en Afrique avec plusieurs projets. Donc, Africanext en est un, on en a déjà parlé. On débute à partir du 1er janvier 2021 un autre projet qui s'appelle Enrich in Africa, qui est un projet porté également par la Commission européenne, qui est aussi très intéressant parce que ça va permettre aux accélérateurs de travailler ensemble au niveau de l'Europe et au niveau de l'Afrique et de faire en sorte que les sociétés accélérées par les principaux accélérateurs des deux continents se connaissent, commencent à faire du business ensemble. Raled parlait de l'importance de tout ce qui était cross-border et du fait qu'une société soit en mesure d'étendre progressivement sa dynamique commerciale dans d'autres pays. Ça fait partie également de ce type de projet avec un volet Access to Finance aussi de la même manière. On a créé une communauté Africa Arena qui suit en fait les événements éponymes et permet en fait à cette organisation d'animer son propre écosystème de start-up et d'investisseurs. Et j'en ai certainement oublié d'autres, mais on a beaucoup de projets actuellement en cours en Afrique. Donc évidemment, Investi pour nous, c'est un projet qui est vraiment majeur et qui, de mon point de vue, en plus, est adressé de la bonne manière. C'est-à-dire que vous avez mis en place, à l'échelle du pays, un comité d'orientation stratégique, vous avez mis en place toute une démarche, et je pense que c'est la bonne manière, en fait, de mettre un tel dispositif en place. Ça permet de faire en sorte que les acteurs qui sont concernés soient impliqués dans un projet et puissent finalement contribuer, apporter chacun à le faire vivre. Et ça me paraît essentiel. Sachant que l'objectif, de mon point de vue, au niveau d'Investi, c'est de permettre en particulier aux sociétés de gagner en visibilité, et de gagner en visibilité, évidemment pas qu'en Tunisie, mais au niveau régional, au niveau du continent africain et au niveau du continent européen. Donc, quelques chiffres en ce qui concerne Euroquity. Aujourd'hui, on a 14 000 sociétés innovantes qui sont sur la plateforme, on a 2 000 investisseurs et 1 500 structures d'accompagnement. On veut avoir une croissance modérée, c'est-à-dire que nous, ce qui nous importe, ce n'est pas tellement d'avoir 1 million d'utilisateurs sur la plateforme, à dire vrai, ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qu'on veut, c'est avoir des vraies sociétés, des vrais investisseurs et qui soient qualifiés justement par l'appartenance à des communautés et à des labels. Donc pour nous, c'est vraiment ça, une des clés du succès d'Euroquity et de ce que va être investi demain. Alors en Afrique, on a déjà un certain nombre d'utilisateurs, puisque à date, aujourd'hui, j'ai relevé les compteurs ce matin, on a 2200 sociétés qui sont présentes sur le continent africain et 210 investisseurs africains qui sont déjà actifs sur la plateforme. Alors, en termes d'impact sur les levées de fonds, parce que c'est aussi, je pense, intéressant à partager avec vous, on a fait une étude assez importante puisqu'on a décidé d'analyser 2000 sociétés inscrites sur Euroquity ces dernières années. Donc, c'est un échantillon qui est vraiment considérable. Et en fait, quand je dis 2000 sociétés, on a interrogé finalement une base de 5000 sociétés, on a eu 2000 répondants. Donc, c'est vraiment 2000 réponses sur lesquelles on a pu finalement se baser en termes de référence. Et qu'est-ce que ça nous apprend finalement, cette étude? Le premier point, c'est que 36% des sociétés qui sont inscrites sur Euroquity lèvent des fonds 18 mois après leur inscription. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez remarquable. On a un tiers d'entre elles qui lèvent des fonds de nouveau dans les 3 années suivantes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que moi, je trouve très intéressant à partager avec vous parce qu'on s'aperçoit que la vocation d'Euroquity, notamment dans l'accès au financement, c'est de pouvoir accompagner finalement des sociétés de leur listage à des tours de table qui sont de plus en plus importants. Et le fait d'avoir un tiers des sociétés qui suivent en fait et qui lèvent des fonds de nouveau après avoir une première fois levé des fonds, on trouve ça extrêmement intéressant. Et sur cette étude, le dernier point que je voulais peut-être vous partager, c'est l'importance du système justement des communautés comme Investi et des labels.
Et pour ces communautés, le ratio qu'on a, c'est que plus de 50% des sociétés lèvent des fonds. Donc vraiment, on a un impact très fort. C'est-à-dire que la plateforme en elle-même est capable de générer, par son système de qualification, des mises en relation et le fait qu'on facilite la levée de fonds au niveau des sociétés, mais le système des communautés et des labels rend ça de manière encore plus efficace. Depuis le début de l'année, encore pour vous donner quelques métriques, on a eu 2600 fils de discussion ouverts entre sociétés et investisseurs. Au moment où je vous parle, il y a 426 sociétés exactement qui sont en cours de levée de fonds sur Euroquity. Et sur ces 426 sociétés, on sait que 170 d'entre elles nous ont indiqué être en phase de discussion avancée avec des investisseurs. Voilà. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'impact que peut avoir un tel dispositif, mais aussi pour relativiser. Parce qu'une fois que j'ai dit ça, je veux aussi vous partager mon expérience. C'est-à-dire que pour moi, la plateforme digitale, c'est vraiment la base, c'est vraiment le socle qui permet finalement de mettre en place ces dispositifs. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que les communautés, les différents acteurs ont un rôle clé. Moi, je crois particulièrement dans l'animation, dans tout ce qu'on peut faire au-delà, on va dire, de la partie digitale. Donc, c'est pour ça que depuis 2013, on a créé un dispositif qui est maintenant très connu, notamment en Europe, mais je pense maintenant qu'il va prendre sa place aussi sur le continent africain, qui est ce qu'on appelle les e-pitch, dont on a parlé précédemment. On en organise entre 5 et 10 par mois, en France, en Belgique, en Europe, en Afrique. Ils fonctionnent vraiment super bien. On sait qu'à l'issue de ces e-pitch, on a 80% des sociétés qui sont contactées par des investisseurs et on a entre 30 et 50% des sociétés qui sont fundées. Donc, on arrive à des ratios qui sont exceptionnels. Et ils sont exceptionnels pourquoi? Ils sont exceptionnels parce qu'on présente aux investisseurs des sociétés qui sont hyper bien qualifiées. Donc, on présente un deal flow de qualité. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce qu'on sait que tout ça, ça prend du temps. C'est quelque chose qu'on inscrit dans la durée. Et à partir du moment où on fournit aux investisseurs un deal flow de qualité, ils viennent et ils reviennent et ils font en sorte que leurs analystes soient présents systématiquement au niveau de ces e-pitch. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous et vous dire aussi en guise de conclusion que la mise en place d'Investi, pour nous, c'est très important aussi au niveau d'Euroquity parce que notre modèle, il est très simple. Chaque partenaire, chaque grand partenaire, chaque communauté amène sa contribution à l'ensemble, amène ses sociétés, amène ses investisseurs. Et évidemment, l'intérêt, c'est de se connecter à l'existant, à la base existante des investisseurs et des sociétés. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque nouveau partenaire nous permet finalement de gagner et d'améliorer le dispositif pour l'ensemble des utilisateurs. Voilà. Donc, encore une fois, je suis vraiment ravi qu'on puisse, avec mon équipe, vous accompagner dans ce projet, qui est un projet, je trouve, extrêmement ambitieux, très excitant et je trouve qui a été mis en place d'une manière stratégique. Voilà. Super, et on est vraiment ravis de cette collaboration, Gilles. Merci pour tout. Peut-être une question à la volée qui vient de l'audience. La question est par rapport à l'aspect pratique. Comment se fait une levée de fonds sur Euroquity, au fait? Est-ce que c'est une plateforme qui fait du matchmaking ou il y a vraiment une contribution active dans le process de qualification, de préparation et dans la mise en relation? Alors, il y a plusieurs parties en fait dans cette question. Le premier point, pour être très direct, nous ne sommes pas une plateforme de transaction. Donc, en fait, on s'arrête à la mise en relation. Donc, on est dans la facilitation. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit que nous avions mené une enquête en fait externe pour savoir ce que les sociétés avaient fait par rapport aux investisseurs, puisque finalement, dans Euroquity, on n'a pas cette transaction. On permet la mise en relation et après, le deal se fait à l'extérieur de la plateforme. On n'est pas une plateforme de crowdfunding, par exemple. Des plateformes de crowdfunding peuvent travailler avec nous. On peut avoir des sociétés qui sont après dans des plateformes de crowdfunding pour des montants en listage, mais nous ne faisons pas cette partie transactionnelle. Sur la partie accompagnement, en fait, il y a je pense, deux aspects. Il y a un premier aspect, c'est ce qui se passe dans la plateforme, où quand vous créez en fait votre profil, enfin vous verrez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est vraiment très simple. En quelques clics, vous pouvez vous présenter, vous pouvez poster des actualités. Mais il y a une partie qui est très importante, qui est la partie levée de fonds. Donc, vous pouvez actionner votre levée de fonds quand vous êtes membre d'Investi, pas si vous n'êtes pas membre d'Investi, puisque c'est un service premium qui est réservé en fait aux membres des communautés. Et dans cette levée de fonds, vous pouvez détailler votre projet. Et il y a un point qui est très important, c'est que vous avez le moyen aussi de communiquer aux investisseurs où vous en êtes dans votre levée de fonds. Parce que ce qui est très important, et il y a plusieurs panélistes qui l'ont indiqué, c'est que
ce qui plaît aux investisseurs, c'est aussi de voir qu'il y a des investisseurs qui vont participer au round, et notamment quand on est sur des rounds successifs, d'avoir un investisseur local qui connaît bien la société. Donc, ça permet en fait à la société de dire, bah voilà, moi je cherche 1 million d'euros, j'ai déjà 200 millions d'euros en termes de 200 000 euros en termes d'intention pour participer au prochain tour de table. Et donc, c'est un moyen également d'animer ce dispositif. Et enfin, et ça, je laisserai la parole à Ziza pour décrire en fait ce qui va être fait dans le cadre d'Investi. Mais oui, je pense qu'il y a un sujet qui est également l'accompagnement des entrepreneurs sur les bons usages liés à ce type de plateforme, la bonne manière de présenter finalement son deck, peut-être de travailler en amont son pitch auprès d'investisseurs. Mais ça, je dirais que la plateforme, c'est la limite de la plateforme, hein. On s'arrête à ce que j'ai dit. Et après, c'est le rôle justement de la communauté que de pouvoir apporter ces services complémentaires. Justement, la plateforme, c'est une solution digitale qui est un enabler d'une transformation ou d'une connexion entre des acteurs de l'écosystème, de différents écosystèmes. Les indicateurs sont impressionnants et je pense que ce type de plateforme est encore plus pertinent pendant cette phase de crise. Peut-être que cette phase de crise nous ouvre de nouvelles portes de collaboration qu'on n'avait pas envisagées de la même manière avant ou avec la même facilité. Voilà, Aziza nous en dira un peu plus en termes d'aspects pratico-pratiques. Merci beaucoup, Gilles. Maintenant, avec Guy, j'aimerais bien explorer l'expérience d'un réseau qui est actif sur Oroquity. Donc, Guy, notre invité spécial pour aujourd'hui, vous êtes président de France Angel. Donc, si vous pouvez nous présenter au fait ce réseau et votre collaboration avec Oroquity d'une part, et par ailleurs nous dire qu'est-ce qui ferait qu'une communauté telle qu'Investi peut être intéressante pour un réseau tel que France Angel. Merci. D'abord, je vous remercie infiniment de m'inviter à cette visio-conférence qui est… alors là, j'ai appris énormément de choses depuis tout à l'heure et j'en suis tout à fait ravi. Merci encore. Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots ce que c'est que France Angel. Alors, France Angels, c'est la fédération nationale des réseau de business angel. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de business angel? En fait, c'est un club d'investisseurs. Alors aujourd'hui, il faut savoir que nous regroupons 5500 investisseurs en France, très bien répartis d'ailleurs sur le territoire, hein, puisque on dit toujours que la France est un pays très centralisé. En fait, 30% seulement de l'activité d'investissement se déroule en Île-de-France. Donc, vous voyez qu'on est très, très bien installé dans l'ensemble du territoire, y compris dans les dom-toms d'ailleurs. Et voilà, on investit dans à peu près 250 entreprises par an. Depuis le démarrage des réseaux de business angel en France, on a investi à peu près dans 4000 entreprises. Le montant d'investissement direct des business angels, c'est en France environ 43 millions d'euros, avec un effet d'entraînement, un effet multiplicateur de presque 3. Je veux dire par là que quand des business angels mettent 1 euro dans les fonds propres d'une société, la société en question se trouve financée à hauteur de 3 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonds d'investissement qui viennent, parce qu'il y a des banques qui viennent. Il y a des banques également. Les banques également sont évidemment plus inclines à prêter de l'argent une fois que les fonds propres sont augmentés, bien entendu. Nous avons également des véhicules de business angel qu'on appelle des sociétés d'investissement de business angel, des SIBA. Nous avons des fonds de co-investissement. Bref, il y a tout un écosystème de financement autour des business angels. Par ailleurs, nous coopérons de façon très étroite avec les fonds, avec le capital innovation, donc avec les fonds d'investissement. Nous sommes membres de France Invest, qui est la fédération nationale des fonds d'investissement, et avec qui nous publions nos statistiques annuelles. Hein, voilà. Aujourd'hui, on regroupe 65
réseau de business angel en France. Et donc, c'est une force d'investissement pour les boîtes très early stage qui est extrêmement importante. Extrêmement importante. Je dirais aujourd'hui deux observations très rapides pour répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, où j'ai entendu qu'il y avait Tunisie, 11% des startups tunisiennes. On a constaté, si vous voulez, une augmentation du financement des startups. C'est-à-dire où on a eu une fédération nationale. Effectivement, nous avons une base nationale qui permet de répondre à la dernière question qui a été posée, de suivre les investissements et l'accompagnement, et de permettre surtout les co-investissements. C'est un mot qui a été prononcé aussi tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 75% des investissements dans les startups sont des co-investissements, soit entre réseaux et fonds d'amorçage ou fonds de capital innovation, soit entre CIBA et fonds de co-investissement, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous avons une communauté France Angels sur Euroquity, c'est un outil que nous utilisons, je dirais, de façon très intensive. D'abord parce que BPI France est un de nos grands partenaires, bien entendu. Nous avons des membres associés et des investisseurs associés à France Angels, des banques, du secteur privé, BPI France, bien entendu, au premier plan, mais également des fonds d'amorçage, également des professionnels associés comme des juristes, des experts comptables, etc. Et donc, aujourd'hui, nous avons une communauté spécifique France Angels sur Euroquity, avec plus de 200 business angels responsables, des business angels référents, soit des présidents de réseau, soit des permanents de réseau, qui utilisent Euroquity, je dirais, quotidiennement, pour sourcer des opportunités et surtout pour mettre en avant les startups dans lesquelles nous investissons. Voilà. Aujourd'hui, il faut savoir, par exemple, que sur les 250 boîtes que nous finançons, à peu près, il se trouve que 50%, même plus de 50%, figuraient sur Euroquity. Il faut le savoir. Ça nous facilite aujourd'hui cette plateforme, qui est une plateforme de mise en relation, distincte de notre propre plateforme qui, elle, suit les investissements et les process d'investissement. Euroquity nous permet de rentrer en contact et permet à nos startups de rentrer en contact avec d'autres investisseurs que les business angels et permet d'avoir justement de faciliter ces co-investissements qui sont tout à fait indispensables. Bon, par ailleurs, nous utilisons, alors, nous travaillons par pitch, c'est-à-dire que les porteurs de projets viennent présenter par pitch leur projet aux investisseurs. Mais nous avions commencé déjà il y a plusieurs années avec Euroquity des e-pitch, donc ce qui permettait d'atteindre un grand nombre d'investisseurs et de clubs. Mais bien entendu, avec la crise du Covid, cette tendance s'est largement accélérée. Et donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de e-pitch hebdomadaires, bi-hebdomadaires, etc. Par ailleurs, il y a un aspect qui est complémentaire de ce que Gilles a dit tout à l'heure et qui est pour nous très important, c'est que cette plateforme nous permet également de recruter des business angels. En effet, les business angels cette plateforme permet aux business angels de se faire connaître, de connaître un deal flow important et finalement de prendre goût à l'investissement direct dans les startups.
Et du coup, on a un certain nombre de personnes qui se sont déclarées sur Euroquity et qui viennent ensuite nous voir en disant, écoutez, vos clubs nous intéressent, on aimerait bien participer et accéder à votre deal flow et à vos méthodologies. Voilà, enfin, je dirais que cette année, bon, on a eu un petit peu de mal à réaliser un grand événement que nous menons en parallèle avec BPI France, qu'on appelle BIG, hein, qui permet la rencontre entre des investisseurs et des startups. Bon, on l'a fait en visio, hein, mais il faut savoir que quand elle peut se faire en présentiel, c'est plus de 1000 personnes et plus de 500 rendez-vous qui permettent de mettre en relation des startups et des investisseurs. Voilà. Alors, je suis tout à fait ravi d'être là parce que Investi, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi ça nous intéresse beaucoup, nous, France Angels. C'est parce que nous avons, nous aussi, une communauté internationale. Nous avons notamment des clubs francophones qui adhèrent à France Angels. Nous avons aujourd'hui Bruxelles, nous avons le Québec, nous avons le Maroc. Nous sommes en contact très avancé avec des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui cherchent justement à structurer leur financement direct, non intermédié, par des particuliers. À la fois d'ailleurs des particuliers locaux et des membres de la diaspora de chacun des pays. Et il est très important pour eux de pouvoir faire partie, je dirais, de la communauté France Angels, parce que ça permet de mettre en relation des startups des différents pays avec des investisseurs français, des investisseurs de la diaspora ou des investisseurs locaux, et inversement, de mettre en contact ces investisseurs avec des startups des différents pays. Et ça, c'est très, très important. Très important. Et ce qu'on peut apporter, bien entendu, à cette initiative investie, c'est bien sûr, je dirais, des contacts, les réseaux d'opportunités, l'accès à des grands comptes, l'accès à des fonds d'investissement, des fonds de capital innovation européens, et puis l'accompagnement et nos méthodes d'accompagnement, car nous accompagnons nos startups et je dirais, on sait bien que durant la crise, ça a été précieux, hein, d'accompagner nos startups et nos patrons de startups tout au long du développement de leur boîte et les aider aussi à préparer les seconds tours, par exemple, ou les troisièmes tours. Voilà ce que je voulais un petit peu dire aujourd'hui, mais je préfère m'arrêter parce que sinon je pourrais en parler jusqu'à demain matin, tellement le sujet est tout à fait passionnant. Voilà, et si vous avez des questions, il me fait un plaisir d'y répondre. Super, merci beaucoup Guy. Voilà. D'ailleurs, en mentionnant pour parler de communauté interrégionale ou cross-border, il y a Femer Hamden qui est un entrepreneur tunisien installé à Paris et qui a lancé justement une plateforme de crowdfunding, Afriquity, et qui parle de Bridging Angels, qui est un réseau de business angels de la diaspora africaine, et notamment de la diaspora tunisienne aussi. Donc voilà, c'est peut-être Femer, tu peux contacter les Bridging Angels et les inviter aussi à faire partie de cette dynamique et de Euroquity notamment. Merci beaucoup Guy. Peut-être qu'il est temps maintenant de passer aux aspects pratico-pratiques de la communauté investie, puisque on arrive, on s'approche de la fin du temps qui est alloué, mais j'ai vraiment pas envie d'arrêter la discussion parce qu'il y a tellement de questions. Donc je pense qu'on peut quand même prendre la liberté de rajouter 15 petites minutes parce que je vois que l'audience ne part pas. Vous restez encore parce que les aspects d'utilisation, d'activation de votre participation sur Euroquity seront maintenant tout de suite présentés par Aziza qui est le chef de projet investi de la communauté investie en Tunisie et donc qui nous dira exactement comment faire pour faire partie de cette communauté. Merci Guy, Exactement. à toi.
Alors déjà, bonjour à tous. Investi, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne à travers Expertise France dans le cadre du projet Innovi, EU for Innovation. Et Tunisian Startups est le porteur principal du projet Investi. Je tiens tout d'abord à remercier tous les membres du comité de pilotage, dont la majorité font partie du panel d'aujourd'hui, donc pour leur apport très fructueux pour la mise en œuvre et la mise en place de la communauté investie sur la plateforme EuroQuity. Aussi, Gilles de BPI France pour son assistance technique pour le déploiement de Investi. Alors, donc, Investi, en fait, c'est une action qui a pour objectif de développer tout simplement un nouvel outil pour accompagner l'écosystème tunisien dans sa montée en puissance, dans le but de faciliter l'accès des entreprises tunisiennes aux investisseurs, que ce soit sur le plan local, régional ou international. Aussi, l'objectif, c'est de valoriser les opportunités d'investissement auprès des financeurs et de leur donner accès à des opportunités de qualité. Aussi pour dynamiser les connexions entre les acteurs de l'écosystème, que ce soit au niveau local ou à l'international. On parle de sociétés, de financeurs et de structures d'accompagnement. Donc, Investi, concrètement, c'est une communauté qui existe sur la plateforme EuroQuity qu'a présenté Gilles tout à l'heure. Donc, EuroQuity, c'est une plateforme de matchmaking entre entreprises, structures d'accompagnement et structures d'investissement. Aujourd'hui, sur EuroQuity, on a 20 membres dans 10 startups tunisiennes, 5 structures d'investissement et 5 structures d'accompagnement qui sont les cibles principales de Investi. Donc, les sociétés peuvent rejoindre EuroQuity et spécifiquement la communauté tunisienne investie pour valoriser leur structure, pour trouver des partenaires aussi, pour gérer leur levée de fonds. Les investisseurs peuvent rejoindre aussi notre communauté pour faciliter l'accès à un deal flow diversifié et de qualité, aussi pour trouver des opportunités de co-investissement. Les structures d'accompagnement pourraient aussi être intéressées par Investi dans le sens où ça va leur permettre de mettre en avant leur structure, leur communauté, les communautés qu'elles accompagnent et aussi de multiplier les opportunités de partenariat. Voilà, comment on opère techniquement. Donc, on a 2 axes. Il y a l'axe création de la communauté. Il y a aussi l'axe animation de la communauté qui est très, très important et c'est ce qui distingue, je trouve, Investi des autres initiatives qui existent aujourd'hui, que ce soit à l'échelle locale ou peut-être aussi internationale. Donc, on va travailler en tout cas sur l'animation de cette communauté tunisienne pour représenter la Tunisie. Donc, principalement en organisant des sessions de e-pitch tous les 2 mois. Donc, les e-pitch, c'est une rencontre, comme normalement le savent tout le monde, c'est une rencontre entre les investisseurs et les startups pour pitcher et pour lever des fonds. Mais avant les sessions de e-pitch, on va travailler et on va déployer tout un programme de investment readiness. L'objectif est d'accompagner les startups qui ont un projet de levée de fonds pour leur donner les outils nécessaires et pour les accompagner au maximum pour préparer leur projet de levée de fonds, leur pitch deck avant les sessions de e-pitch. Donc, ce programme, il est sous forme de webinaires thématiques. Aussi, on va mobiliser des experts pour les accompagner. Voilà, il y a cet axe qui est très important, qui est l'animation de la communauté Investi. La question que tout le monde se pose normalement, comment rejoindre cette communauté? Qui peut rejoindre cette communauté? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que pour EuroQuity et pour Investi en particulier, il y a une approche très qualitative, dans le sens où on va pas, il y a tout un process qui est mis en place pour que les sociétés, les structures d'investissement et les structures d'accompagnement puissent adhérer à cette communauté Investi. Donc, tout d'abord, on va commencer par remplir le test d'éligibilité, qui va donner l'opportunité aux startups pour connaître s'ils sont éligibles à cette communauté ou pas. Suite au test d'éligibilité, ils recevront automatiquement un lien direct pour s'inscrire directement sur EuroQuity et adhérer automatiquement à la communauté Investi. Une fois l'adhésion confirmée, ils vont bien évidemment bénéficier de tous les services de support qu'apporte Investi dans le cadre de EuroQuity. Donc, je tiens justement à préciser qu'on a une approche qualitative dans le cadre de la communauté Investi.
Voilà, pour nous contacter, pour répondre aux questions, donc vous pouvez nous contacter directement sur l'adresse mail que je partage tout de suite sur le chat. Donc c'est contact@invest-i.tn. Donc vous allez trouver l'adresse mail sur le chat. Donc c'est une adresse mail qui est très responsive. On est très réactif. On va répondre à toutes vos questions. Suivez aussi la page Facebook officielle de Tunisian Startups où nous allons partager le lien pour passer le test d'éligibilité pour faire partie de la communauté Investi. Pour les structures d'investissement et les structures d'accompagnement qui nous suivent peut-être aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, on serait ravis aussi de prendre contact avec vous directement à travers notre adresse mail. Voilà, donc on est disponible sur les réseaux sociaux de TS et spécifiquement sur cette adresse mail. Et voilà, on n'attend que vous. Notre vision, justement, c'est juste pour récapituler, notre objectif principal, c'est de valoriser l'écosystème entrepreneurial tunisien parce que, comme l'a précisé presque tout le monde pendant le webinaire, il y a un potentiel très important au niveau de l'écosystème. Il y a une dynamique aussi très intéressante et il est temps de showcase ce potentiel à l'échelle internationale. On veut positionner Investi en tant que pan, en tant que bridge pour connecter la Tunisie avec les écosystèmes internationaux. Et on croit énormément en la capacité de ce projet à faire ça, principalement grâce déjà à la plateforme Euroquity qui est déjà active depuis 2008 et aussi grâce à l'engagement de nos chers membres du comité de pilotage du projet que je remercie encore une fois pour leur soutien et leurs apports. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aziza. Donc, on prendra quelques questions de l'audience, mais on a tout noté, on a noté toutes vos questions. On reviendra vers vous au moins, soit directement ou alors sur la page Facebook de Tunisian Startups, si vous avez posé vos questions sur Facebook. Autrement, on mettra ça en commentaire sous le lien du webinaire, l'enregistrement du webinaire qui restera à votre disposition parce que c'est tellement riche en informations, donc vous pouvez revisiter le contenu quand vous voudrez. Une question par rapport à de la part de Yousri Werheni qui se pose la question par rapport aux avantages fiscaux pour les fonds d'investissement étrangers. Comment adhérer au programme Investi, on a couvert, mais sinon s'il y a des avantages fiscaux pour les investisseurs étrangers qui investissent dans des startups tunisiennes. Et je pense que c'est une question pour soit Mohamed Salah ou Maya, à vous de voir, ou peut-être les deux, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, je pense, Amel, pour les investisseurs étrangers, bien évidemment, question fiscale, c'est très compliqué parce qu'ils ont leur résidence fiscale à l'étranger, mais sachez qu'en investissement dans une start-up labellisée, donc la start-up labellisée, elle a plein d'avantages fiscaux au niveau de la start-up, donc elle ne paye pas l'impôt, elle a plein de choses. Alors, pour les dégrèvements fiscaux et tout ce qui est l'avantage fiscal pour les étrangers, il va falloir qu'ils aient leur résidence fiscale en Tunisie pour qu'ils puissent bénéficier de ça. Voilà. C'est un peu technique, mais sachez au moins que déjà les startups labellisées bénéficient d'un arsenal d'avantages fiscaux, genre ils ne payent pas d'impôts carrément, donc tout le bénéfice il est distribué donc sans paiement d'impôts direct. Plus bien sûr tous les avantages au niveau de la CNSS et tout l'armada de. Voilà. Donc si un investisseur étranger veut bien investir dans des sociétés labellisé en Tunisie, donc il bénéficiera de tous ces avantages-là, autant tout autre investisseur. Super. Maya, tu as envie de répondre? Oui, effectivement, comme disait Mohamed Salah, alors le fonds étranger ou la société étrangère, elle est soumise à sa propre législation fiscale. Donc effectivement, à ce niveau-là, elle ne bénéficie pas en fait des dispositifs d'avantages fiscaux qui sont prévus pour les investisseurs dans la mesure où elle n'est pas soumise à la loi tunisienne. Par contre, elle bénéficie indirectement en fait de tous les avantages fiscaux dont bénéficie la start-up puisque elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés. Il y a également en fait des avantages en termes de charges sociales, en termes de retenue à la source. Donc voilà, elle bénéficie en fait indirectement.
Excellent. Après, il faut voir de façon plus spécifique au niveau des conventions de double imposition, si elle peut opter en l'occurrence pour le régime tunisien. Je ne suis pas une spécialiste de la fiscalité, mais voilà, il faut regarder après un peu plus en détail. Parfait, merci beaucoup Maya. Merci Mohamed Salah. Youssouf Barketi se pose la question par rapport aux différents programmes de financement qui ont été évoqués par nos panélistes. Au fait, très souvent, c'est des institutions de financement, des fonds, soit d'amorçage ou de early stage. Donc, je vous invite à prendre contact directement soit avec la TIC en tant que représentant des investisseurs en capital, ou alors avec Tunisian Startups, avec la communauté, à travers la communauté investie ou directement. Et puis, nous allons vous mettre en contact avec les personnes, the relevant contacts, les contacts les plus pertinents en fonction de votre demande. Il y a beaucoup de questions par rapport au cadre juridique tunisien, une proposition d'extension de la bourse des startups, des réflexions par rapport au cadre SAS, alléger la procédure de création. Je pense qu'on devrait considérer tous ces aspects-là dans une rencontre spécifique à un Startup Act 2.0 ou à ce qu'on devrait réellement proposer à l'administration tunisienne et au cadre pour alléger un peu ou améliorer le cadre juridique tunisien. Donc, si vous êtes en contact avec des administrations ou des ministères, des agences du gouvernement spécialisées, n'hésitez pas à relayer le message vers le ministère de la Justice, vers l'Assemblée vers l'ARP, etc. Donc, voilà, nous invitons… Non, Emel, il faut que vous vous remobilisiez peut-être pour faire une Startup Act V2. Oui, il est grand temps de faire une deuxième release parce que justement, comme toute startup, il va falloir lancer de nouvelles features every now and then. On va pas rester justement sur la toute première version parce que le marché nous a donné des retours, du feedback et du coup, voilà, comme toute startup, on doit intégrer le retour du marché, le feedback du marché pour proposer une nouvelle version du produit Startup Act en l'occurrence. Mais si je peux ici intervenir aussi, donc ça m'a parlé de Smart Capital. Donc j'ai bien pris note du commentaire ou demandant en plus une prolongation pour la bourse. Certainement, pour la loi actuellement, c'est difficile de changer la loi. Les textes de loi sont les mêmes, mais après, voilà, je vous rassure par rapport à la prise en considération de ces commentaires-là. Et s'il y a moyen de faire remonter ces informations aux décideurs, on n'hésitera pas. Voilà. Super. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre contact avec Smart Capital. C'est l'organisme, la structure qui pilote et qui représente Startup Act en Tunisie et donc avec un niveau de réactivité exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à les contacter directement. Il y a eu une question aussi par rapport à la liste des startups labellisées. Elle est en ligne. Donc, il y a beaucoup une partie très importante du process et de l'interaction avec les startups qui est digitalisée grâce à l'effort de Smart Capital aujourd'hui. Peut-être justement, Salma, puisque tu as pris la parole, il y a une question par rapport au fonds de fonds. Peut-être quelques flashs, où est-ce qu'on se… Oui. Comment ça fonctionne, quand, à peu près? Oui, merci beaucoup pour ces questions. J'aurais aimé que Mariam Zid, ma collègue qui est directrice fonds, donc directrice du pilier d'investissement, soit présente aujourd'hui. Malheureusement, elle ne l'est pas. Donc, moi, je vais faire brièvement présenter nos projets actuels. Donc, oui, le fonds de fonds, il est à son dernier sprint. Donc, le closing est prévu vers la fin de ce mois-ci, avant la fin de 2020. Donc, si le closing se fait avant fin 2020, l'implémentation et l'investissement dans les VC se fera début 2021. Donc, ça y est, on est vers le dernier sprint. On y arrivera tous ensemble et voilà, le fonds de fonds sera une réalité très prochainement. Super, super. Sur cette note positive et sur
beaucoup d'optimisme, c'est du réalisme combiné avec l'optimisme parce qu'on y croit. Tous ces ambassadeurs de l'écosystème tunisien qui étaient là sur ce panel et cette audience qui a interagi avec nous, vous y croyez tous, nous on y croit tous et on doit tous œuvrer vers un super écosystème connecté avec le monde. Et donc voilà, avec ça, je remercie énormément tous nos panélistes pour votre temps, pour votre engagement pour cet écosystème. Merci à nos partenaires Agile pour ce partenariat avec BPI et Roquetti. Et donc, on espère vous revoir très bientôt. On espère autour d'un cocktail en réel, pour célébrer justement cette nouvelle collaboration et la communauté investie. Et voilà, à très bientôt, j'espère. Merci à tous. Merci beaucoup, Amel. Merci. 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 Ciao. Ciao, ciao. Au revoir.